Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 98 de Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études de la famille contemporaine sur RLP depuis Périgueux. Aujourd'hui, nous aborderons la seconde partie de l'entretien avec Maître Hamas concernant les placements en France. Nous lui demanderons au préalable comment réagir lorsque les services sociaux viennent et vous délivrent des rapports que vous ne comprenez pas. Puis nous parlerons de l'avocat, la place de l'avocat dans la justice de l'enfant, les évolutions auxquelles on peut s'attendre dans les années qui viennent. Et nous essaierons de savoir comment l'on fait pour gérer un avocat dans ces cas-là. Mais auparavant, actualité avec David qui est à l'initiative d'une action en faveur des enfants hospitalisés. Écoutez bien, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec David qui est avec nous. Vous allez bien David, bonjour. Bonjour à vous, moi ça va nickel. Super, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites sur Bordeaux et dont plusieurs personnes m'ont parlé? Alors moi, je suis sur TikTok depuis quelques mois, c'est très récent, depuis le 10 janvier pour être honnête, et je me suis aperçu que sur TikTok on pouvait gagner de l'argent, donc je fais des lives tous les soirs à 20h30 où je parle de sujets de conversation qui touchent la population française, donc les gens me font des cadeaux, voilà, et les cadeaux est égal à de l'argent, et donc l'argent, je m'en sers. Au lieu de me le garder pour moi, comme beaucoup de TikTokers font, moi, j'achète des jouets pour des enfants hospitalisés ou de la nourriture pour les gens qui sont dans le besoin. D'accord. Donc, voilà. En fait, vous pratiquez, vous parlez sur TikTok, vous faites des récoltes de fonds et vous allez ensuite distribuer les jouets à Pellegrin, par exemple, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Moi, j'achète des jouets que je fais parvenir chez moi et après, je leur apporte directement à Pellegrin. Et pareil pour la nourriture. J'achète beaucoup de nourriture pour les gens. Je prépare des colis avec ma compagne et après, j'ai une dame qui est de la banque alimentaire, mais qui, la dernière fois, elle est venue chercher les colis. Et là, la prochaine commande que je vais faire, c'est pour les personnes âgées de mon secteur. Comment est-ce que l'hôpital Pellegrin a accueilli votre initiative? Pour l'instant, les jouets, j'attends que la personne me contacte pour que je puisse me déplacer, mais je l'ai déjà contactée. Elle a trouvé ça vraiment super sympa de ma part. Pourquoi? Parce que les enfants de l'hôpital de Pellegrin, comme dans les autres hôpitaux, sont malheureusement un petit peu oubliés et elle était super heureuse qu'il y ait au moins une personne qui pense à eux. D'accord. Vous avez commandé beaucoup de jouets? En tout, on en a pour 40 enfants, pour 2 hôpitaux différents. Donc, il y a l'hôpital de Saintes, pas loin de là où je réside, et l'hôpital Pellegrin. Mais au total, il y a 40 petits paquets et les petits paquets comportent 3 jouets chacun avec des bonbons. Très bien. Écoutez, pour vous joindre sur TikTok, quel est votre compte exactement? Alors moi, c'est mon compte TikTok, c'est 33 Chris 3. Donc 33, vous attachez tout. 33 Chris, CHRIS 3. D'accord, le chiffre 3, très bien. Vous avez un Facebook également? Et j'ai un Facebook à David Gray. Ok, super. Écoutez, bravo pour cette initiative. Merci pour les enfants et à bientôt. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Voilà comme quoi il suffit parfois de bien peu de choses pour réaliser une bonne action. Allez, que tous ceux qui s'ennuient aillent sur Internet, fassent les réseaux sociaux et lèvent des fonds pour les enfants de leurs hôpitaux dans leur ville. Allez, go, go, go! RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Maître Hamas toujours sur RLP, qui vient nous exposer effectivement son combat et son travail à l'Assemblée nationale. Alors, maître, une problématique extrêmement simple, quelque chose qu'on peut entendre durant les permanences, qui est du vécu, qui revient assez régulièrement. Vous êtes chez vous et tout d'un coup, quelqu'un arrive, ce sont 2 femmes et qui vous disent « Vous maltraitez votre enfant » et vous ne comprenez pas, absolument pas ce qui est écrit, vous ne reconnaissez pas dans les écrits, dans les papiers. Comment on réagit et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut jamais entrer en conflit. Alors, c'est tout simple, il n'y a qu'une règle. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. D'abord, quand vous avez un souci, il faut jamais aller voir les services sociaux de votre vie. Vous allez voir un psychiatre que vous payez, un psychologue que vous payez, un médecin que vous payez dans le libéral, mais vous n'allez jamais voir les services sociaux. Il faut jamais y aller, ils sont dangereux. Ça, c'est une règle qu'il faut savoir. Il faut jamais demander de services sociaux en France. Jamais. Des allocations, si vous voulez. Mais demander de l'aide, il faut pas parce qu'immédiatement, ils vous rentrent dans leur fichier, vous êtes en danger. S'ils viennent chez vous à l'improviste, la règle unique,
c'est de ne pas rentrer en conflit. Il faut laisser votre avocat rentrer en conflit. Il faut que le client, le parent, il faut que lui, il soit toujours, pas bienveillant, mais il faut qu'il soit toujours, qu'il leur donne l'impression qu'il travaille avec eux. En disant, écoutez, d'accord, je comprends, vous me contestez, d'accord, je travaillerai avec vous, écoutez, si vous faites des reproches, pourquoi pas. Et c'est à l'avocat de mettre des coups, pas au client. Si la réaction des parents est immédiatement violente, des cris, fermez la porte, si vous ouvrez pas, on vous le prend, on vous le rendra jamais. Si votre première réaction est le conflit, on sait qu'on part sur un truc long. Là, il faut, souffrir. Vous pouvez pleurer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire je suis pas d'accord. Il faut dire, par contre, vous n'êtes pas d'accord. Il faut le dire avec des formes. Et il faut pas déborder du cadre. Si vous débordez du cadre, on en prend pour des années. Dès que vous débordez du cadre, on en prend pour des années. Qu'est-ce que vous appelez déborder du cadre? Dire, par exemple, dans une audience, mais ils ont écrit n'importe quoi, regardez, j'ai des attestations, ceci est faux, ils ne m'ont pas reçu avec l'enfant, ils ont fait les choses tout seuls. C'est à votre avocat de le faire. Vous devez être bienveillant. Si vous avez des preuves de tout ça, bien entendu, mais c'est fait par votre avocat. Il faut mettre un filtre entre votre rébellion et eux. Vous, c'est ce que je dis à mes clients, c'est un peu violent, mais je m'en excuse. Pourquoi on vous prend vos enfants? Il n'y a qu'une raison. C'est que vous êtes défaillants. C'est ce qu'ils pensent. Vous êtes des mauvais parents. C'est ce qu'eux pensent. Donc, dans la mesure où déjà, ils vous ont jugé, c'est la seule matière où on est jugé avant le procès. Dans la mesure où vous êtes déjà jugé, quand vous arrivez au tribunal, que des gens pensent que vous êtes défaillant, celui qui est défaillant, il a aucun crédit. Donc, vous n'avez aucun crédit. Même si vous rapportez la preuve de tout ce que vous dites, vous n'avez aucun crédit. Il faut qu'il y ait un filtre. C'est à l'autre, à votre voie judiciaire de rapporter la preuve, pas à vous. Vous, quoi que vous direz, personne ne vous entendra parce que vous avez perdu votre crédit, parce que vous êtes déjà sous une mesure de protection de mineur. Vous n'avez aucun crédit, vous en avez vraiment zéro. Donc vous ne pouvez pas être la voix de votre combat. La voix de votre combat, il faut prendre un professionnel qui sait faire. Ça ne peut pas être vous. Et malheureusement, maintenant je le vois à l'exercice, parce que vraiment je suis immergé, cette matière a bouleversé ma vie. Je vous donne, ma maman est en train de mourir à 98 ans. En général, je vais au moins tous les soirs la voir ou parfois même dormir avec elle. Je n'ai pas dormi chez moi, dans ma maison avec ma femme, cette semaine, et j'ai pas vu ma mère. Je passe mon temps aux audiences partout en France. Ça nous mange, parce que c'est partout pareil, et parce que les parents, souvent, rentrent dans des conflits terribles, c'est-à-dire que quand les services sociaux arrivent, ils vont crier, ils vont dire des horreurs, ou alors ils vont arriver avec leur dossier qu'ils ont préparé, pensant que c'est suffisant, mais pas du tout. C'est pas à eux de le dire, il faut qu'il y ait un filtre. Non mais ils ne lisent pas le dossier. Ah, jamais. Alors le vôtre, c'est ce que je dis aux clients, je suis parfois un peu violent dans ma façon de dire les trucs. Voir un avocat à la veille de l'audience une semaine à mener des preuves ne sert à rien. Ça a le même effet que le dentifrice sur le cancer du foie. C'est le même effet. Le travail de l'avocat dans cette matière, il est énorme. C'est un travail d'assistance tout du long de la procédure. C'est-à-dire que il doit adresser un courrier au magistrat, il doit en faire 3-4 par mois tout le long de la procédure. Il doit nourrir tout le long du dossier la procédure d'éléments à décharge. Tout le long. Il faut que le magistrat voit que régulièrement les parents envoient des rapports des visites, que régulièrement les parents envoient des rapports sur leur tasse gamma-GT tous les 15 jours si on leur dit qu'ils sont alcooliques. Régulièrement, ils envoient des rapports de leur psychiatre en disant voilà, je travaille sur ma parentalité, le psychiatre ou le psychologue. Régulièrement. Tout ce travail c'est fait par l'avocat. Un avocat en matière de droit de l'enfance placé, si vous le prenez les 10 derniers jours ou la veille de votre audience, il sert à rien. Rien. Même vous prenez demain Dupond-Moretti, Mourad Jaffari, vous prenez Badinter, vous les prenez tous, les meilleurs du monde, vous les mettez là, ils vont perdre. Parce que le travail qu'il faut faire, c'est un travail tout le long de la procédure. L'avocat, c'est celui qui va faire chier le magistrat pendant 1 an jusqu'à l'audience, et quand il arrive, il affirme. Dans ces audiences, il n'y a qu'une pièce, c'est le rapport des services sociaux. En général, on l'a la veille. Je vous donne un exemple. J'ai plaidé ce matin à 10h à Roanne, et j'ai eu le rapport à 10h à Roanne pour l'audience de 10h. C'est tout simple. C'est-à-dire que je peux pas me défendre. On en parlera peut-être après du contradictoire. Par contre, comme depuis 1 an, j'ai envoyé à ce juge 4 courriers par mois. Il y a 4 visites. Chaque fois que les parents y vont, il faut un rapport. Plus un 5e courrier parce qu'ils ont un rendez-vous par mois avec l'aide sociale à l'enfance. Ça fait 5. Plus un courrier par mois où je donne le justificatif qu'ils ont vu le psychiatre. C'est-à-dire que depuis 1 an, tous les mois, le juge, il a reçu 7 courriers. Et il l'a vu. J'ai rapporté la preuve tout le long de l'année du travail des parents. Là, j'ai fait du travail. Après, plaider, que l'on plaide tous de manière différente. Moi, j'ai la mienne. Ça elle plaît ou elle plaît pas. Mais quand on plaide, on va finir de convaincre. C'est comme dans une corrida, on place juste la faïne. On va et on le met à genoux. Si on a fait tout ce travail pendant 1 an, on peut gagner. Par contre, prendre un avocat à la veille de l'audience 1 semaine avant, ça n'a aucun sens. Et vous défendre seul, ça n'a aucun sens parce que je suis persuadé en fond de mon âme et conscience, au fond de mon cœur, je le sais, ils lisent pas vos courriers. Ils s'en foutent.
comme on rapporte la preuve. Dans le cadre de mes dossiers, j'ai saisi le ministre de la Justice de ça, je rapporte la preuve qu'à Aix-en-Provence, il y a 3 semaines, le magistrat, il n'a pas eu le dossier avant l'audience. Je le dis pas, je l'affirme. Je le dis à la radio, je l'écris dans les textes. Je l'écris dans mes publications. Le juge d'Aix-en-Provence, il y a 3 semaines, il n'a pas ouvert notre dossier, on s'en est tous rendu compte à l'audience, et il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a les deux, l'avocat des enfants, l'avocat de la femme qui est mon adversaire, et je vais vous dire même mieux, le père et la mère, c'est un dossier de placement entre parents qui se haïssent. Le père et la mère se détestent. Ils peuvent pas se voir, ils se font encore maintenant des horreurs. Pendant l'audience, on fait une attestation en sortant de l'audience en disant, même si on se déteste, c'est scandaleux que personne n'ait lu ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que votre défense à vous, si vous vous défendez seul, elle n'a aucun sens. Parce que vous êtes fautif avant. Et c'est la seule matière. Par exemple, en droit pénal, il y a la présomption d'innocence qui vous touche. Jusqu'au procès, vous êtes innocent, et après, là, le juge dit si vous êtes coupable ou non. En matière de l'enfance placée, c'est le contraire. Il y a une présomption de culpabilité au départ. Et on peut peut-être l'effacer à la fin. Mais au départ, il y a une présomption de culpabilité. C'est-à-dire que comme vous êtes des merdes, c'est ça. Et parfois, on est assis à côté de parents, et on se dit, mais mon Dieu, quel mépris. Je pense par exemple, hier, ou avant-hier, j'étais à Aix-en-Provence avec des parents qui ont un enfant extrêmement autiste, Asperger, il est violent, il casse tout, il est violent, il est agressif, et ses parents sont dépassés par cet enfant, ils sont dépassés par un maelstrom de violence, il a violé sa sœur, c'est vraiment un enfant qui est hors du commun. Et ses parents, ils peuvent rien si cet enfant est hors du commun, s'il est Asperger, s'il a en plus des problèmes sexuels ou il a agressé sa propre sœur. Ils ont parlé à ces gens. Le juge a parlé à ces gens comme si, dans une audience pénale, s'ils étaient des voyous. Il leur a parlé avec un mépris. Il les a malmenés, alors que c'est un papa et une maman. Lui est boulanger, elle est ouvrière. C'est des gens qui sont méritants, qui ont acheté une petite maison, qui ont une petite vie magnifique. Il leur a parlé comme s'ils vivaient de trafic de drogue. J'étais atterré de la façon dont on parle à ces gens. Et pourquoi c'est possible ? Parce qu'il y a cette présomption de culpabilité. Oui, on a fait des pétitions pour placer des caméras dans les tribunaux accessibles aux huissiers. Ça, je l'ai demandé dans la loi. Mais vous voyez, pour changer les comportements. Ça, je l'ai demandé dans la loi. Et ça, par contre, ça va être voté. Je rebondis sur ce que vous dites. Aujourd'hui, avec les SD cards et autres, on peut stocker quand même certaines choses. Ça prend pas beaucoup de place et de volume. On peut stocker. Et par huissier, on peut aller faire les demandes pour retranscrire. Et ça permettrait notamment d'améliorer la qualité des notes d'audience afin que le greffe puisse après peut-être réécouter et revoir. Parce qu'on sait tous que les notes d'audience ne contiennent qu'une seule partie de ce qui s'est passé durant les audiences. Bien sûr. Trois petits points. Mais ça existe déjà. C'est ce que les gens savent pas. C'est que en matière pénale, en matière d'instruction, quand il y a une instruction, un délit qui est grave, il y a un juge d'instruction. Aux audiences, il y a la caméra. Et on les filme, et on n'a pas honte. Quand on n'est pas d'accord avec ce qui est dit dans le PV, on dit, regardons la caméra. Et cette caméra, elle est déjà dans le bureau du juge pour enfants, parce que le juge pour enfants est le juge pénal des enfants. C'est-à-dire, quand il y a un enfant qui vend de la drogue, et nous, à Marseille, on sait ce que c'est-à-dire, à partir de 12 ans, ils sont dans la rue à train de vendre, il va être poursuivi au pénal en instruction, et le juge d'instruction de l'enfant, c'est le juge pour enfants. Du coup, la caméra, elle y est déjà. Il suffit de la brancher. Les cartes SD, on en a des kilos. Donc, on a tout le matériel. Et il suffit de changer ça. Et pour l'instant, ils sont super réfractaires à ça parce que ça permet, en n'ayant pas de traces, le comportement de certains magistrats et des gens des services sociaux. Je parle à des convaincus, j'imagine. Tous les gens qui vous écoutent, les gens des services sociaux, ils se comportent comme les derniers des derniers aux audiences. Ils leur parlent mal, il les menace. Je ne vous rendrai pas votre enfant tant que vous n'aurez pas quitté votre compagnon. Je ne vous rendrai pas votre enfant si vous faites pas ci. Je vous rendrai pas votre enfant si vous n'acceptez pas que. Je décide moi. J'ai entendu tutoyer. J'ai vu des gens rire. J'ai vu des gens se moquer. J'ai vu des gens avoir des mots parler aux parents comme à des enfants. Les infantiliser. Et puis surtout, c'est des raillements de ces gens, essentiellement les services sociaux, mais les juges aussi. Attention, moi je mets les juges dans la même danse. Les juges aussi affichent un mépris qui est pas tous. Et malheureusement, il y en a qui sont l'honneur de cette profession. Par exemple, à Marseille, il y a un type qui s'appelle Mangin, qui est juge pour enfants, qui est l'honneur de cette profession. Objectivement, je le dis partout. Et il y a une femme qui s'appelle Lallemand, qui est à Aix, un juge qui s'appelle Madame Lallemand. C'est l'honneur de cette profession. C'est-à-dire, quand arrive un gamin, il dit aux services sociaux, regardez d'abord si on peut le mettre chez les grands-parents. Point. Ça change tout. C'est-à-dire, quand l'enfant, on est dans une situation très rock'n'roll où se pose la question du placement, avant tout, il dit, est-ce qu'on peut le mettre chez les grands-parents? C'est un préalable qui révèle, de l'humanité, ce qu'il n'y a pas beaucoup dans les cabinets juges pour enfants, de l'humanité, et un vrai travail de magistrat, en disant je rends une bonne justice. C'est dur de dire je vais faire du bon travail. Quand il va se coucher, celui-là, il peut dormir. Du moins, les autres aussi, ils dorment, parce qu'ils ont un mépris profond pour les parents. Ils dorment peut-être même certainement mieux. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
Alors, en fait, ce que vous dites là, ça lève un certain nombre de problèmes. On va commencer par le premier, qui est l'obligation d'avoir un avocat. Alors, il faut savoir qu'un avocat, l'avocat, effectivement, c'est cher. Et puis l'avocat, on va dire qu'ils sont tous un peu leur manière de fonctionner. Ils font parfois un petit peu ce qu'ils veulent et tout. Alors, comment on fait pour bien gérer son avocat? Sachant que ce sont quand même des factures, quand on parle de placement, on dépasse très souvent, on arrive aux 5 chiffres, assez rapidement, il faut quand même pouvoir le faire. Et si les gens sont à l'aide juridictionnelle, je suis obligé de dire que parfois il y a une baisse de performance. Comment on fait lorsqu'on n'a pas forcément ces moyens-là? Par rapport à l'aide juridictionnelle, je réponds tout de suite. Oui. C'est normal que les confrères s'intéressent pas à cette matière, parce qu'on est payé rien. Mais c'est une aumône, la juridiction, on le sait tous. On reçoit 4 UV de 130 €, c'est-à-dire 450 €. Ça couvre pas pour aucun d'entre nous les frais du dossier. Ben oui, forcément. Et comme je vous l'ai indiqué, l'essentiel du travail, c'est pas d'aller plaider. Si c'était pour aller plaider 450 €, bon, écoutez, c'est plutôt bien. Mais c'est un travail qu'il faut effectuer pendant 1 an, voire 2 ans. On prend un avocat, on est à 5,96 € l'email, à 250 € la lettre d'avocat. S'il faut en faire 6 par mois, comment on fait? Voilà. Alors, la plupart d'entre nous prennent pas et ils ont tort. Moi, c'est ce que je dis. Alors, là, comme maintenant on est face au truc, nous, avec des ordres, maintenant, moi, j'ai bougé tout et on a un rendez-vous, pour être tout à fait honnête avec vous, la semaine prochaine avec le bâtonnier de Marseille, on va mettre en place ce qui n'existe pas, la commission du droit des parents, où on va faire un groupe d'avocats spécialisés là-dedans, que l'on va former pour ça, puisque c'est un droit à part, tout compte fait. C'est un droit à part. Et on va les prendre et on va les former à ce combat juridique. On va les former à faire ces courriers, à trouver un staff de psychiatres dans chaque tribunal. On va les former. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que, objectivement, moi je suis très honnête, personne parmi nous ne savait ce qui se passait. C'est tout simple, hein. Parce que les parents d'enfants placés, la plupart du temps, ils la ferment, ils ont honte. C'est pas. Alors ils se pendent, disons-le. Oui, ils se pendent. Moi, j'ai suivi 4 cercueils depuis que je suis dans cette matière. En 4 ans, c'est beaucoup, parce qu'en 30 ans, j'en avais pas eu un. Hein. En 4 ans, j'en ai suivi 4. J'ai suivi des enfants et des parents. Des enfants et des parents. Je donne l'exemple, le sommet, c'est à Aix-en-Provence. C'est une jeune femme qui est rentrée en conflit avec l'ASE, alors que on lui reprochait le conflit comme tous, le conflit avec l'ex-mari. Elle est rentrée en conflit avec une nana de l'ASE, son référent, un conflit très vif, et elle y a réduit petit à petit sur 2 ans, 3 ans, elle y a réduit de plus en plus les droits, de l'hébergement, elle a plus l'hébergement, 4 fois par mois, plus 2 fois par mois, 1 fois par mois, et à Noël, il y a 2 ans, elle lui a sucré le droit de visite jusqu'en juin. Elle s'est suicidée le lendemain de Noël, mais comme elle vivait à Marseille, que sa famille était ailleurs, à Aix, on a trouvé son corps plus d'1 semaine après. Et on se dit, nous, les avocats, on était en dessous de tout, on n'a pas détecté ça. Sa famille, ils n'ont pas pu savoir. Et ce qui est pire, pareil que pour ma petite cliente là qui s'était jetée, Kimberley, qui a écrit à tout le monde en disant, j'en peux plus, je vois mes parents, vous me laissez pas voir, je me jette, elle s'est jetée d'un pont. Dans ces matières-là, ils sont irresponsables. Les juges, moi, par exemple, je fais des bêtises, j'en ai fait. Objectivement, en 30 ans, j'ai comme un accident, on peut en avoir. J'ai fait des conneries. Quand il m'est arrivé de commettre des bêtises, à ce moment-là, je suis assuré. C'est-à-dire, c'est pas grave. Si sur 30 ans de vie, une fois, j'ai loupé le début d'une audience, ou ça peut arriver, ça m'est arrivé. J'ai pas honte de le dire, ça m'est arrivé 2 fois. En 30 ans, je suis assuré. Et je suis responsable. J'ai pas honte de dire, mon Dieu, c'est une vie. Mais les magistrats, c'est pas ça. Ils sont irresponsables. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'aller chercher cette juge de Draguignan qui a refusé pendant des années de laisser voir l'enfant, cette juge d'Aix-en-Provence qui a refusé, qui a réduit, ou la nana des services sociaux. On n'a pas le droit d'aller chercher la responsabilité de Madame Truc, qui a refusé ou qui a été truc. Alors moi, je dis que j'ai pas à faire des procès à l'État. D'abord parce que c'est long et c'est onéreux, que ces gens-là, ils ont déjà assez souffert, et qu'il faut d'abord faire un procès à l'État qu'on va perdre, on va faire appel, on va perdre, et on va aller à la Cour européenne des droits de l'homme où on va gagner dans 12 ans. Quel est l'intérêt de ça? Aucun. Donc ce que je fais, un tribunal administratif, parfois, ça peut aider à ramener des fonds. Le tribunal administratif, c'est un peu plus long. C'est la juridiction la plus longue de France. Donc moi, maintenant, ce que je fais, je suis en train de le faire. Je le fais pour 2 personnes. Je ne fais pas un procès à l'État. J'ai aucune chance contre l'État. Ça va durer des années. Je m'en fous. Je fais un procès contre le juge nommément, Madame Truc. Je sais que je gagnerai pas, mais le bruit que je vais faire va suffire. Je vais la salir autant qu'est-ce qu'elle a sali ces gens. Et par rapport au type des services sociaux qui a chattertonné un gamin au fauteuil d'une voiture parce que le gamin voulait pas laisser sa maman et qu'il voulait partir parce qu'il était pressé, je vais pas chercher l'administration de Douai. Je vais chercher lui personnellement, je lui fais un procès à lui parce que c'est lui, le monstre. Voilà. Alors, je vais pas gagner forcément, quoique peut-être que j'aurai des juges courageux. Mais par contre, le bruit que je vais faire, tout le monde va l'entendre. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance.
papas du week-end sont tristes la semaine et retrouvent le sourire la moitié des vacances. Ces enfants qui nous aiment, ces tout petits cœurs qui saignent et qui se disent déjà j'ai pas beaucoup de chance. Loin des yeux, près du cœur, il n'y a pas un jour où je ne pense à toi. Et quand t'arrives là, de te prendre dans mes bras, c'est la fête à papa. Les papas du week-end n'ont que faire de la haine. Après tant de guerres passées, ça n'a plus d'importance. Sa petite main dans la mienne fait briller mon soleil. Mais quand vient le dimanche à minuit, je n'ai pas sommeil. Loin des yeux, près du cœur, il n'y a pas un jour où je ne pense à toi. Et quand t'arrives là, de te prendre dans mes bras, c'est la fête à papa. Sont souvent désespérés, manquerait plus qu'ils se jettent de tout en haut d'une grue. Les papas du week-end, pas juste des semeurs de graines. C'est vrai qu'on a l'air con, c'est vrai qu'on l'a dans le... Loin des yeux, près du cœur, il n'y a pas un jour où je ne pense à toi. Et quand t'arrives là, de te prendre dans mes bras, c'est la fête à papa. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.